Dans cette émission en direct, on va rentrer dans le dur. Pourquoi les médias du pouvoir diffament les artistes dissidents comme Francis Lalanne et Dieudonné? Est-ce qu'on ne serait pas au début d'une guerre civile en France? Est-ce que nos agriculteurs vont faire plier le gouvernement Attal ou vont-ils se trahir? Aujourd'hui, les taxis se mobilisent partout en France. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire la grève générale? Est-ce que le régime Macron va être destitué? Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Allez, générique tout de suite. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors voilà, vous avez eu la petite introduction. Aujourd'hui, en invité spécial, notre ami, notre frère même, je dirais, l'artiste, le chanteur, compositeur, interprète, écrivain, auteur, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Mais l'artiste numéro 1, pour moi c'est l'artiste numéro 1, je l'adore, c'est Francis Lalanne. Salut mon Francis, comment tu vas? Le combattant aujourd'hui. Le combattant. Voilà, t'es venu pour cet excellentissime livre. Voilà. Le droit de résister. Montrez Francis, là, avec son livre à côté. Je me suis régalé, comme toujours, des poèmes. Je sais pas comment tu fais. Déjà le dernier, c'était la destitution de Macron. Oui. C'était un très beau bouquin. Et là, tu t'es encore surpassé. Je pense que dans un monde comme le nôtre, où les artistes ont démissionné de leur rôle dans la société, qui doit être justement de dénoncer tous les abus du pouvoir, il est important de trouver encore des mots pour le dire et de proposer des mots aux citoyennes et aux citoyens français, des mots, des textes, des paroles de combat. C'est-à-dire que la parole est un instrument de combat qui est fort et qui aujourd'hui est retiré à une partie des concitoyens et des concitoyennes qui souhaiteraient l'apprendre. Et donc, mon rôle, moi, c'est essayer de la rendre, cette parole, à ceux à qui on l'a prise. Et je pense qu'en écrivant ces poèmes, je donne des outils aux citoyennes et aux citoyens qui veulent aujourd'hui jouer leur rôle dans la société et accomplir leur devoir, qui est de résister à l'oppression. La résistance à l'oppression, c'est un droit constitutionnel. C'est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et on énonce quels sont les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont la liberté. Bon, ça c'est un droit subjectif, puisque à partir du moment où on décide de vivre en société, on y renonce à la liberté, mais au profit des libertés, c'est-à-dire des mêmes droits pour tous, et ces droits permettant à chacun et à chacune de s'entraider. Donc la liberté, on peut en reparler, mais c'est très subjectif, mais il y a des droits très objectifs. La propriété, qui est un droit objectif et que l'actuel régime qui règne sur la France veut supprimer. La sûreté, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la sécurité, donc qui devrait être justement l'apanage de l'armée, qui n'a finalement aucun pouvoir quand l'ennemi est à l'intérieur pour protéger les citoyennes et les citoyens de l'ennemi de l'intérieur. Or, aujourd'hui, la France est occupée par un ennemi de l'intérieur qui travaille pour des grands pouvoirs occultes. Et il y a ce fameux 4e droit de l'homme, qui est le droit de résistance à l'oppression. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, tous les gens qui sont en train de se réunir, pour ce qui sera, j'espère, une mobilisation générale du peuple français contre l'actuel régime qui opprime la France, eh bien, ils accomplissent un droit constitutionnel. Ils exercent un droit constitutionnel, le 4e droit de l'homme, le droit de résistance à l'oppression. Alors, on va en parler durant toute l'émission, cher Francis. Mais attends, avant ça, on va faire le tour de table. Alors, tu as à tes côtés
Sarah Frick, journaliste depuis 16 ans, tu es sur RTL, M6, tu es sur Factuel, tu es aussi enquêtrice, tu es lanceur d'alerte sur les questions de harcèlement. Comment vas-tu ? Bah, Ta première aujourd'hui. Super bien, oui, c'est classe, dis donc, je suis impressionnée, ravie d'être aussi bien entourée, hâte Ah bah oui, de tu as traiter les 3 sujets. charmants jeunes hommes. Ah oui, oui, je suis prête, motivée, n'hésitez pas, rentrez-moi dedans. Alors, une petite question, comment va le SDF Georges ? Georges va bien, ah, t'as suivi cette histoire? Bah oui, évidemment. Ben justement, on en parlera. c'est Bah, un de raconte-nous mes un peu, là, combats. un peu Avec comme ça, plaisir. succinctement. Très bien. Ben moi, je suis présidente de mon asso Réchauffons nos SDF. À la base, j'ai lancé ce mouvement pour dénoncer la réalité des femmes dans la rue, c'est-à-dire des viols comme nous, on va acheter le pain, des bébés qui naissent dans la rue. Il y a maintenant des accoucheuses de rue. Il serait temps de se réveiller à un moment donné. 1400 bébés vivent dehors. Oui, oui, non, mais c'est énorme. Partout en France, il y a des phénomènes des accoucheuses de rue qui s'est développé. J'en connais une très très bien, suite à une amie à moi, tout simplement. Enfin, c'est quand même dommage qu'en France, on en soit arrivé là. Et pour Georges, la belle histoire ou pas, on verra la suite, mais en tout cas, on aura tout fait. Georges, c'est un monsieur qui vit ou qui vivait dans le 13e. Un vrai monsieur de la rue, hein. Ça fait des années qu'il était là-bas. Et Georges a subi ce qu'on appelle le jeu Orange Mécanique, que j'ai dénoncé d'ailleurs au cœur, merci d'ailleurs d'en parler, parce qu'au Média a partagé, ils aiment bien partager ce qui les arrange. Quand il s'agit des SDF, c'est moins glamour d'un coup. C'est sûr. Le gouvernement n'en parle même pas. J'ai eu aucun contact. En tout cas, ce jeu Orange Mécanique, le principe c'est très simple, j'ai des vidéos, c'est pas comme si je ne les avais pas sorties, du Darknet. Où on voit des idiots, des monstres, des animaux fracassés du SDF, du réfugié. Parce que j'ai vu des messages, oh mais non, les réfugiés sont... Ben non, justement, les réfugiés, ils ne vont pas les déposer plainte, donc je ne vous laisse même pas imaginer ce qu'ils leur font. Voilà, et donc on a décidé avec mes équipes d'aller chercher Georges. Et donc là, il est en sécurité. Voilà, grâce à plein d'autres associations partenaires à la nôtre. Dis-nous 2-3 associations, 2-3 noms d'associations comme ça. Avec plaisir. Il y a Gamelle Plaine, il y a directement la BAPSA. Et ton association ? Réchauffons nos SDF. Et maintenant, il est en sécurité avec sa chienne Bah, Lola. Merci à la police du 13e, il faut le dire aussi, parce qu'ils nous ont récupéré la chienne qui était clairement sans papier. Et ils nous l'ont gardée, ils nous l'ont remise. Maintenant, tout va bien. Georges est dans un centre, il est beau, ils sont bons. Très bien. Et il a bien dormi. Maintenant, on verra s'il arrive à rester en dehors de la rue. Il ne faudra pas lui en vouloir si tôt ou tard il y retourne. Parce qu'un gars de la rue restera toujours un gars de la rue. Et je ne vous cache pas que s'il y retourne, j'ai un peu peur pour son futur. Merci beaucoup, chère Sarah. On va en reparler parce que c'est quand même pas rien. Surtout, tu as pas mal d'informations sur nos SDF. Et puis, il faut savoir que, n'oubliez pas que notre ami, le président de la République, avait annoncé 0 SDF en janvier 2018. Il va y arriver, mais d'une autre façon. Ouais, c'est clair. En face de toi, tu as Thibaut Kerlerzin, consultant. Il a écrit des rapports sur les lobbies écologistes, l'influence des ONG dans le processus européen. Et l'excellent Soros, l'impérial, qui a quand même quelques années, mais qui est d'actualité. Comment vas-tu, cher Thibaut ? Très bien, merci. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Donc tu fais des rapports aussi pour parfois des groupes politiques qui te demandent. C'est le Rassemblement national qui a démissionné pour les 2 rapports sur l'influence des ONG et l'influence des lobbies écolos. C'était la Fondation Identité et Démocratie. Et ensuite, c'était 1 ou 2 eurodéputés qui m'ont missionné sur les questions d'influence, que ce soit l'influence communautaire des cabinets de conseil, la question du wilderness, qu'on met en ligne petit à petit sur notre site d'Avocratie avec Gregor Van Der Hecken. Oui, c'est vrai, tu as ton site d'Avocratie. Tiens, explique-nous ce que c'est. Ouais, en fait, c'est un site, alors on ne fait pas d'actualité vraiment dessus, mais on essaie de dessiner un petit peu l'écosystème qu'il y a autour du monde que nous prépare Davos. D'accord. On a pris Davos puisque ça parle à tout le monde. Moi, je l'ai défini Davos comme fait le bras droit de l'ONU, la branche un petit peu offensive et plus opérationnelle, puisque tout ça s'appuie le Great Reset, par exemple. Parlons un peu plus fort. T'inquiète, on est entre amis. Ne t'inquiète pas. Parle un peu plus fort. Plus fort dans le micro ? Plus fort dans le micro ? Voilà. Ouais. Voilà, avec très plus bien, de conviction. Voilà, c'est la conviction, voilà. D'accord. Comme quand tu donnes tes rapports à Virginie. Tiens, tu dis comme ça, là. Tu m'as coupé dans mon élan. Vas-y, ouais. Continue. Là, on essaie de dessiner un petit peu le monde que nous prépare les Nations Unies. Et donc, sur Davocratie, on a mis plusieurs articles un peu isolés sur ces questions-là. Puis j'ai eu l'autorisation de mon client, donc le RN, pour mettre en ligne ce que j'ai traité sur l'écocide, sur le passe carbone, puisque je leur ai fait un rapport sur le passe carbone. Et là, la question du wilderness qui nous occupe vraiment, puisque ce qu'on appelle aux États-Unis le wilderness, c'est une espèce d'approche philosophique sur la nature sauvage. Mais l'objectif, c'est de privatiser le vivant sous des prétextes de conservation, gestion, restauration, de financiariser ça.
de dire, bah voilà, on prend ça, ça vaut 1, et grâce à nous, ça va valoir 10 ou 15 sur les marchés financiers. Et à partir de là, c'est d'empêcher les gens, par exemple, d'aller pêcher avec les aires marines protégées sans pêche. C'est de dire, l'agriculture, ça détruit telle portion de nature, donc il va falloir réduire le cheptel et tout un autre ensemble de choses. Voilà. Merci beaucoup, cher Thibault. Et évidemment, notre compagnon, hein, Philippe Herlin, économiste. Comment ça va, cher Philippe? Ça va, en Bon, forme. le week-end était bien? Comme tous les lundis, ça va. Là, t'es en forme, parce que la semaine dernière, ça a bataillé entre économistes. Oui, mais bon, il faut qu'il y ait des débats, c'est une émission faite pour ça. Aujourd'hui, tu vas parler de quoi? Ah, il y aura un édito, mais je vais pas spoiler, on verra. Ah, faut pas spoiler. Faut pas spoiler. C'est en rapport avec les artistes et le pouvoir et les valeurs, donc on sera dans le sujet de l'émission. D'accord, très bien. Je voulais dire, si je peux me permettre, pour reprendre ce que disait monsieur, c'est que dans mon livre, aussi je traite ce sujet-là, c'est-à-dire l'influence de l'ONU sur certaines organisations qui s'emparent de la structure politique et sociale pour la manipuler, pour la transformer selon les besoins des... On a avec Thibault un des grands spécialistes. Voilà. De ces questions-là. Donc, voilà, non, mais c'est vrai, il faut le dire. Thibault, vous pourrez trouver ça en vers et contre tous. Là. Justement, on va lire tes vers. Mais avant ça, donc tout va bien, t'es en forme. Ça va. Bon, tant mieux. J'aime quand tu es en forme parce que je sens que tu vas. Non, mais il y a un micro, il est. Ah oui, mais attention, faites pas tomber les micros. Bon, on est en direct. Le micro de Francis est tombé. Vas-y, mets sur ta. Comment est-ce que je le place là maintenant? Allez, j'ai travaillé dans les médias longtemps. En fait, j'ai fait ça exprès pour que... Ah oui, pour que madame vienne. Voilà. Oui, chef. Tu as troublé Francis. Hein. Pour quelqu'un, dans le bon sens, j'ai envie de dire. Merci Francis. Non, mais merci pour le micro. Merci. Bon, cher Francis, là, qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe là? Est-ce que c'est le début de quelque chose avec les agriculteurs? Je l'espère, parce que maintenant, il y a ces fameuses négociations secrètes. Et d'ailleurs, on se demande bien pourquoi elles sont secrètes. Pourquoi, pourquoi tous les Françaises et tous les Français ne peuvent pas être au courant de ce qui est en train de se dire en ce moment et qui concerne l'avenir de notre pays, hein. Alors, bref, qui représente les agriculteurs aujourd'hui qui se révoltent? Sont-ils représentatifs de la base? Je ne pense pas. Il y a des élections qui se profilent en ce moment. Donc je pense que ces représentants syndicaux ne veulent pas perdre leur base, mais je pense qu'ils ne sont plus vraiment tout à fait en accord avec leur base. Je pense que leur base veut aller beaucoup plus loin, et moi je souhaite que ça ne s'arrête pas à ces négociations. Moi je pense que là, je souhaiterais que cette mobilisation des agriculteurs fût le départ de cette mobilisation générale que j'appelle de mes voeux depuis bientôt maintenant presque 10 ans, hein, et qui est nécessaire pour... purger notre pays des gangsters qui le gouvernent. Et ça, le 17 novembre, les Gilets jaunes dont j'ai fait partie, je pense qu'on a raté quelque chose. Je pense que ce jour-là, on aurait dû ouvrir les grilles de l'Élysée et aller sortir tout ce petit monde de là par la peau des fesses et on l'a pas fait. Maintenant, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le chaos. C'est-à-dire qu'il faut le blocus comme veulent faire les agriculteurs? Il faut la mobilisation générale, la grève générale. J'espère qu'on va avoir les éboueurs, j'espère qu'on va avoir la RATP, j'espère qu'on va avoir si tu veux, il faut le chaos. Alors, attention, quand je dis qu'il faut le chaos, pas le chaos que le régime actuel souhaite. Parce qu'attention, tout ça est créé par le régime actuel. Enfin, le régime actuel souhaite, ça fait longtemps qu'ils essayent d'organiser ce chaos qui n'arrive pas vraiment. Mais il faut le nôtre, il faut le chaos du peuple, il faut la dictature du prolétariat. Il faut, pour reprendre des termes, j'allais dire, qui concernent une autre vision politique que la mienne. Mais cela dit, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser, encore une fois, le pouvoir récupérer le chaos qui l'organise. Il faut que ce soit le peuple qui se mobilise. Le problème de la France, c'est que les mobilisations qui finissent par réussir sont les mobilisations corporatistes. C'est-à-dire que les balayeurs vont se mobiliser pour les balayeurs, les charbonniers pour les charbonniers. Bon, bref, j'ai pris des métiers qui... Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait maintenant que les Français se mobilisent pour les Français, que les Françaises et les Français se mobilisent pour les Françaises et les Français. Et que toutes ces corporations qui ont à souffrir de l'actuel gouvernement,
ne mène pas des luttes catégorielles, des luttes séparées, mais une lutte collective. Moi, ce que j'attends, c'est la grande union nationale, la grande révolte, de la plèbe française contre les patriciens qui nous gouvernent. Justement, tu fais cet appel-là à cette fameuse grève générale dans ton livre, Oui. dans un très très beau texte. Oui. Est-ce que tu veux le lire? Ah oui. Allez, et puis tiens. après, je te dirai la mobilisation générale. Alors, Tiens. tu l'as. Ah oui, très bien. tu sais Ok. bien que je lis les livres. Avant que nous soyons un peuple de chômeurs assujettis à la propagande étatiste, avant que le pouvoir n'étouffe nos clameurs en nous traitant de fous ou bien de complotistes, avant que nos slogans soient notre dernier râle, étouffés par le bruit de tous nos détracteurs, il est temps, résistants, prenons de la hauteur. Ensemble, proclamons la grève générale. De toute confession, ensemble, agriculteurs, ouvriers, permanents, intermittents, artistes, professions libérales, penseurs, créateurs, au-delà de nos barrières corporatistes et de nos divisions, qu'elles soient viscérales, politiques, sociales, face aux corrupteurs, même toi, journaliste, et même toi, docteur, ensemble, proclamons la grève générale. Tous unis, commerçants, artisans, travailleurs, chefs d'entreprise, et toi, le prochain sur la liste, ensemble réunis, employés, employeurs, nous que l'on sacrifie au projet mondialiste avant que la faillite néolibérale ne nous fasse payer l'explosion des compteurs, il est temps d'en finir avec les dictateurs. Ensemble, proclamons la grève générale. Citoyens, citoyennes, unis contre la peur et contre la mafia unilatéraliste, délivrons-nous du mal et de l'esprit trompeur qui nous envoie tout droit dans le mur globaliste des cités, de la ville ou de zones rurales, du public, du privé, quel que soit ton secteur, et même toi, soldat, face à l'usurpateur, ensemble, proclamons la grève générale. Bien sûr, la grève n'est pas l'unique facteur capable de freiner la marche impérialiste. D'autres viennent à point, désarmer les fauteurs. La grande désertion n'est pas moins réaliste. Mais face à un pouvoir dont la charge est virale et le camion livré à un seul conducteur, la grève est le moyen d'éteindre le moteur. Ensemble, proclamons la grève générale. Puisqu'il nous faut choisir le moindre des malheurs entre la guerre et la grève généraliste, la grève est celle qui draine moins de douleur. Nul besoin pour le voir d'être un grand spécialiste. Enfant de la patrie, du peuple rédempteur, la grève est désormais une valeur morale, car le monde est livré aux mains des exploiteurs. Ensemble, proclamons la grève générale. Bravo. Bravo. C'est un magnifique texte. Mais les gens, souvent, ceux qui ne t'aiment pas, disent des choses sur toi qui me font beaucoup de peine parce que c'est faux. Parce que moi, je le connais très bien et j'ai lu l'ensemble de son œuvre, plusieurs de ses livres, et je peux vous dire que c'est magnifiquement écrit. Mais vraiment, c'est magnifiquement écrit. Ce sont des ballades, ce sont des formes fixes. Je veux dire, dans la littérature française, il y a eu des formes libres et puis des formes fixes. Donc les ballades, les chants royaux, les villanelles, les pantoumes, les sonnets, les rondeaux. Et moi, j'ai toujours été inspiré par la forme et par la structure poétique parce qu'elle me libère, en fait. C'est peut-être un paradoxe, mais les règles de l'art me libèrent. Voilà. Mais comment on fait cette grève générale? Comment on proclame cette grève générale? Parce qu'on veut tous qu'il y ait une solidarité entre les gens, mais j'ai l'impression qu'on est devenu un peuple quand même très individualiste. Mais on l'a toujours été. On l'a toujours été. Le problème, c'est que c'est la perversion du système actuel et des gens qui gouvernent, c'est la carotte et le bâton. Tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que les gens ne sont pas encore assez dans la merde, pardon d'être un peu trivial, pour sortir de chez eux et s'asseoir par terre. Mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et je pense qu'il faut profiter de ce qui est en train de se passer là maintenant. Il faut profiter de cette jacquerie pour que toutes les corporations qui ont à souffrir de ce gouvernement se mobilisent et il faut tout arrêter, il faut tout bloquer. Il faut descendre dans la rue, c'est pas la peine de marcher, de faire des manifestations. On s'assoit par terre dans la rue, on attend. On va plus au bureau, on retire son argent des banques, on bloque tous les éboueurs, ils arrêtent. On bloque les zones de circulation. On arrête tout, on arrête la machine. On arrête tout parce qu'il faut en finir. Les personnes qui nous gouvernent actuellement se foutent, mais ostensiblement de notre gueule. T'as vu le dernier truc là sur la loi immigration? Oui.
Non, mais je te lirai un poème sur le Conseil constitutionnel, ce que je pense du Conseil constitutionnel. Là, on a maintenant le Conseil constitutionnel qui fonctionne comme une organisation mafieuse qui est là pour cautionner les délires d'un président qui se moque éperdument de l'Assemblée. D'ailleurs, l'Assemblée, on peut se demander à quoi elle sert, puisqu'elle accepte qu'on se moque d'elle et qu'elle ne réagit pas. Je veux dire, les LR sont ridicules. Ils sont ridicules. Ils avaient un boulevard pour redevenir un grand groupe. Ils se sont couchés devant Caligula. D'ailleurs, c'est marrant que je parle de Caligula, mais tu sais que sous Caligula, il y avait un gars qui s'appelait Macron. Tu sais ce qu'il a fait? Non, dis-moi. D'abord, il a filé sa femme, qui s'appelait Enia Naevia, à Caligula pour qu'il s'amuse avec en échange d'un poste. Et puis, pour l'aider à être un peu plus rapidement empereur, il a exécuté Tibère, qui n'en finissait pas de mourir. Il avait 77 ans. Enfin, et moi, je pense qu'il y a du Caligula dans ce personnage. Et donc, le Macron en question qui travaillait pour Caligula était un caligulien. Aujourd'hui, autour du Caligula qui nous gouverne, il n'y a que des caliguliens. Regarde, là, ils nous ont mis Premier ministre. Non mais justement, t'en penses quoi, tu sais ce que je pense? Dis-moi. Je pense que ça me fait penser justement. Tu sais que Caligula a nommé son cheval. Mais c'est vrai, Incitatus. Il a nommé son cheval président du Sénat. Et ben voilà. L'actuel chef du régime, il a fait pareil. Il a nommé son cheval Premier ministre. Enfin, son cheval, son poulain, on va dire, ou sa pouliche plutôt. Bref, passons. Mais ça suffit. Je veux dire, il se moque de nous. Comment ce petit gringalet qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a jamais eu de mandat, enfin bon, bref, on lui. Mais justement, toi, tu comment est-ce qu'on peut dire aux Français que ça va être la personne qui va présider aux destinées des Françaises et des Français? Mais jusqu'où les Françaises et les Français vont accepter qu'on les humilie? Moi, personnellement, j'ai la tête haute parce que moi, je n'accepte pas qu'on m'humilie. Mais justement, qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Parce que toi, tu parles à beaucoup de monde, tu parles, je sais pas moi, aux chauffeurs de taxi, aux boulangers, aux bouchers. Qu'est-ce que eux te disent sur la situation qu'ils vivent? Mais alors, ils viennent me voir pour me remercier de m'engager. Et j'ai envie de leur dire, mes amis, c'est très gentil, mais ce que j'attends de vous, si vous voulez me remercier, c'est que vous vous engagiez vous-même. Pourquoi ils ne s'engagent pas? Est-ce que te disent, voilà, Francis, on ne s'engage pas parce que telle raison? Je pense qu'au fond de tout ça, il y a une sorte de sentiment que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'ils ont réussi les gens sont résignés. Ils ont réussi à déprimer les gens à un tel point qu'ils sont résignés. Alors que je vous assure, je ne sais pas s'il y a une caméra à laquelle je peux m'adresser. Tiens, là, mais en face de toi. Je vous assure, amis et amies, si vraiment vous ne voulez plus que tout ça continue, si vous voulez que ça s'arrête, c'est très simple. Il faut y croire, il faut y croire. Mobilisez-vous dans votre cercle intime, dans votre bureau, dans votre entreprise. Et petit à petit, les petits ruisseaux feront les grandes rivières. On n'arrête pas un régime totalitaire comme le nôtre en claquant des doigts. Mais il faut que chaque citoyenne et chaque citoyen prenne conscience qu'il a un pouvoir, que la souveraineté, elle est au peuple, elle doit le rester. Là le peuple renonce à sa souveraineté. C'est ça qui est tragique. Si on est dans cette situation, c'est parce que le peuple français l'accepte. Si demain, le peuple français ne l'accepte plus, nous ne serons plus dans cette situation. Mais tu vois, les gens te disent, oui, mais j'ai trop de risques, j'ai un crédit, j'ai ceci, j'ai cela. Mais toi, malgré tout, tu as quand même pris un risque. Oui. Tu aurais pu être comme les autres artistes et avoir ta place au soleil, tranquille. Tranquille, oui. Ce que tu n'as pas fait. Non. Alors, ça veut dire que même toi, même d'autres, même des artistes, même des gens qui ont beaucoup à perdre, ils vont pour... Voilà. Quitte à perdre des choses. Moi, je suis chrétien. D'accord? Et le Seigneur Jésus-Christ, dans lequel je crois, a dit une chose qui m'a inspiré. Il a dit, qui veut gagner sa vie, la perdra. Qui veut perdre sa vie, la gagnera. Moi, aujourd'hui, c'est ça le message que j'ai envie de délivrer. Qui veut perdre sa vie, la gagnera. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Refusez qu'on vous humilie. Voilà. Moi, j'ai donné un exemple. D'accord? Parce qu'en plus, comme je suis visible, je me dis, mon exemple va être vu. Ma voix va être entendue. Comme si ce n'était pas suffisant, puisque maintenant, on ne me donne plus accès aux grands médias, puisque je suis censuré partout, etc., etc. Eh bien, j'écris. Moi, si on me sort par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Je ne vais pas fermer ma gueule. Personne ne va me faire fermer ma gueule. Et même si on me la ferme par la violence, elle continuera à parler, ma gueule.
Parce que je fais en sorte que ma gueule continue à parler. Et il faut que chaque Française et chaque Français refuse de fermer sa gueule et l'ouvre comme je le fais. Et on va y arriver comme ça. Là, il y a des agriculteurs qui ne sont pas forcément représentés par des gens vraiment représentatifs. La FNSEA, c'est quand même des gros propriétaires qui ont toutes les terres, qui ont toutes les subventions et qui veulent se faire réélire. Et d'ailleurs, il y a très peu d'agriculteurs qui votent. C'est comme des Français. Il y en a très peu qui votent. Et donc, finalement, ces gens se retrouvent en représentation alors qu'ils ont même peut-être 20 ou 25 ou même pas % des voix. Donc, mais là, il y a quand même, moi j'en connais plein, de petits agriculteurs qui d'ailleurs ne sont pas syndiqués et qui se révoltent. Ces gens-là sont en train de nous montrer un chemin. Ce chemin, il faut le suivre. Et dans toutes les entreprises, toutes professions confondues maintenant, nous sommes tous en souffrance à cause de ce gouvernement. Il faut demander, exiger la destitution de ce gouvernement. Moi, j'espérais, je me suis battu pour que des députés dignes de ce nom... Ça en est où, ça? Mais Dupont-Aignan la demande. Mais alors, Dupont-Aignan déjà... Je le reçois vendredi, donc je l'en parlerai. Alors, Dupont-Aignan, ça fait un moment que j'en parle avec lui. Quand j'ai lancé la destitution, dans cette émission sur François, il m'avait appelé et lui devait reprendre ça à l'Assemblée nationale. Il s'est dégonflé. Voilà. Il s'est dégonflé. Alors, attention, j'ai de l'estime pour lui. Mais moi, maintenant, j'ai envie de lui dire, c'est bon là maintenant. Jusqu'à quand tu vas l'ouvrir, tu vas dire que tu n'es pas content et tu vas rien faire. Tu es député, tu as cette chance. Moi, j'ai pas la chance d'être à l'Assemblée nationale. Mais si j'y étais à l'Assemblée nationale, je serais déjà sur le perchoir en train d'exiger la destitution. Dans mon livre ici présent, toutes les Françaises et les Français qui veulent le lire trouveront toutes les raisons juridiques qui permettrait aujourd'hui à une représentation nationale digne de ce nom d'exiger la destitution du traître à notre pays qui se prétend gouvernant de la France. Et pourquoi, par exemple, excusez-moi, parce que ce sont vos clients et personnellement, j'ai appelé à voter, j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen. Pourquoi Madame Le Pen tolère qu'on se moque ainsi de la représentation nationale? Je veux dire, déjà, elle a toléré qu'on l'escroque sur sa victoire au deuxième tour des élections présidentielles. Pourquoi elle a toléré, alors que tout le monde sait qu'elle avait 50,8% des voix et qu'elle était élue présidente, pourquoi elle a toléré qu'on lui dise non, finalement, non, tu ne seras pas présidente. Voilà, il y a 1 million de voix qui ont disparu en direct, c'est normal. Ok, je termine, pardon, excuse-moi. Fini, et après, je voudrais qu'elle réponde. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce que je veux dire... Non, parce qu'après, continue, mais comme elle a eu un petit froncement de sourcil, ce que je veux dire, c'est que pourquoi les groupes parlementaires aujourd'hui qui sont humiliés par les 49.3 et par je veux dire, toutes les magouilles mises en place par le président pour faire passer les lois qu'il veut, comment se fait-il? Ils ont tous les éléments. S'ils les ont pas, je leur donne. J'ai fait tout un travail avant d'écrire mes vers, j'ai fait tout un travail justement pour qualifier, pour caractériser le délit. Le délit, il est commis. Le délit de prévarication, il est commis par le président. C'est un prévaricateur. Il contrevient à sa mission. C'est ça la prévarication. Donc comment se fait-il qu'il n'exige pas la saisine de la Haute Cour sur le fondement de l'article 68? Parce que ce sont tous des gens qui sont dans la combine. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tu demandais comment on peut faire aujourd'hui. Eh bien, on peut faire comme ça, comme font les agriculteurs, en bloquant tout, en descendant dans la rue, mais on peut le faire aussi en votant demain à des élections pour des citoyens, pour des organisations citoyennes qui s'opposent à la politique politicienne. Tiens, Sarah, qu'est-ce que tu as pensé justement, parce que voilà, Francis a dit, voilà, j'ai appelé à voter pour Madame Le Pen, et là... Je ne m'entends pas du tout. Moi, je me rappelle de mon époque où dès qu'on discutait avec le Front National, on était dans la rue. Donc voilà, et puis moi, je représente tout ce qu'elle n'aime pas, tout ce que les électeurs du Front National n'aiment pas. Et ne vous inquiétez pas, on nous le dit bien dans les médias, on me le rappelle assez, puis on m'appelle assez sale bougnoule aussi sur les réseaux, donc ça va, j'ai l'habitude. De toute façon, je vais être claire, je suis apolitique. On en reviendra, je vais vous rejoindre sur la désillusion citoyenne. Donc Francis, c'est apolitique aussi, hein. Oui, non, mais alors là, sur ce point-là, l'autre partie, on n'est pas du tout d'accord. On est d'accord sur l'asthme et sur la politique. Je n'ai pas appelé à voter pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen. J'ai appelé à voter contre l'actuel chef du régime. Oui, j'ai bien compris le propos. Ce ne sont pas mes idées politiques, madame. Ce ne sont pas mes idées politiques. Non, mais après, vous avez le droit, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne partage pas les saloperies que dit M. Bardella sur les gens de votre confession.
j'exècre ça, Amen. je le vomis ça. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, entre un tyran avéré et un tyran potentiel, Mais je choisis j'ai le une tyran question, potentiel. Mais justement, monsieur Lalanne, messieurs, et après je rends la parole à monsieur Non, Lalanne. non, mais parce que c'est pas ma parole. C'est entretien pas ma parole. impertinent. Non, moi là, on a une problématique et ça m'intéresse d'en discuter avec chacun d'entre vous. Une citoyenne comme moi. Moi, j'ai créé un réseau citoyen. C'est dommage d'en arriver là et c'est beau à la fois. Fier d'être français et c'est ça la France. Je vous expliquerai après. Mais comment on fait quand on est apolitique et qu'il n'y a aucun parti là comment je vais faire, moi? Comment? Je vais vous répondre, si vous S'il vous permettez. plaît, oui. Si vous permettez. Déjà, il faut faire une différence Oui. entre le terme politique et le terme politicien. La politique, c'est le devoir de chaque citoyen. La politique, c'est les affaires de l'État, du pays dans lequel on vit. Il est du droit et du devoir de chaque citoyen de se mêler de ses affaires. Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans la Ve République, est arrivé ce que le général de Gaulle appelait la dictature des partis. Les partis politiques se sont emparés de la décision politique, de la chose politique, et ont confisqué la chose politique aux citoyens, qui est devenue une sorte qui a été infantilisée, et qui maintenant s'adresse aux hommes politiques comme si c'était papa et maman. S'il vous plaît, donnez-nous de l'argent, alors c'est notre pognon. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, alors que ce sont nos employés. Donc ce glissement... C'est bien de rappeler ça, c'est très important ça. Ce glissement a été opéré de plus en plus jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne fait même plus attention aux citoyennes et aux citoyens, on leur dit coucher la papate. Et le citoyen fait coucher la papate. Alors ça, avec le Covid, on s'en est aperçu, et maintenant, etc. Mais moi, j'ai tout fait, et je me suis mis dans des situations je me suis, on va dire les choses, on est en France, je me suis mis dans une merde noire. J'ai perdu beaucoup de la possibilité même de faire mon métier en essayant, notamment au moment où il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes, j'ai essayé d'organiser la vie politique des citoyens autour d'un principe qui est le citoyennisme. C'est-à-dire une vision citoyenne de la politique et qui n'est pas sous la coupe d'un parti qui est donc un clan mafieux qui se sert de la représentation nationale pour faire ses petites affaires. Et ça, si vous voulez, à un moment donné, il va bien falloir que la France qui ne vote pas se mette à voter. Parce que le plus grand parti de France, ce sont les abstentionnistes. Alors, et que, attends, je vais terminer. Et que quand les abstentionnistes refusent de voter, ils maintiennent en place le gouvernement qui est en place. Et donc, ces abstentionnistes, moi je comprends pourquoi ils ne veulent pas voter. Mais justement, lorsque des citoyens se mobilisent et proposent une alternative citoyenne à la politique politicienne, s'il vous plaît, vous qui ne votez pas, faites de vous le premier parti de France et donnez les manettes du véhicule aux citoyens pour que plus jamais les manettes de ce véhicule ne soient entre les mains des politiciens. Il faut en finir avec les partis politiques, il faut en finir avec toute cette mafia. Il faut que la République française devienne une démocratie. C'est-à-dire non pas le pouvoir de l'État par l'État pour l'État, l'État qui est une entreprise privée. C'est-à-dire la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça doit se construire. Et il y a des gens honnêtes dans le monde citoyen qui font des propositions à toutes les élections et qui ne sont pas écoutés par les... Parce que les gens qui voteront toujours pour les mêmes. C'est pas les gens qui votent aujourd'hui qui vont changer la face de la France. Ceux qui vont changer et celles qui vont changer la face de la France, ce sont ceux et celles qui ne votent pas. Il faut que demain aux élections, même aux élections européennes, il faut une liste citoyenne. Si personne ne l'a fait, je vais la faire. Tu la feras. Tu iras aux européennes. Allez, Non, mais j'attends que quelqu'un... Moi, j'aurais voulu que Dupont-Aignan, que Asselineau... Ils vont faire une liste. Non, mais est-ce qu'on va faire ça? Je sais pas. Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, qui sont tous des frexistes, comme moi. J'aurais voulu que ces trois-là soient capables de travailler ensemble. Mais non, c'est à qui va tirer la couverture. Il y en a 2 sur 3. Il y en aura 2 sur 3, d'après ce que j'ai compris. Écoute, alors, je te donnerai la parole de ça. après. Mais d'abord, j'ai une question à Francis. Ce que je veux dire, c'est que, très bien, Dupont-Aignan, Asselineau et j'espère Philippot,
vont s'unir pour faire une liste. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une grande liste citoyenne. Une grande liste citoyenne de gens apolitiques, ni à gauche, ni à droite, ni à rien. Des gens qui sont dans la vie réelle, qui connaissent la vie réelle, qui connaissent le prix des choses, la valeur des choses, la difficulté de vivre, qui sont dans la vie et qui peuvent apporter des solutions parce qu'ils ont des idées. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont découragés. Moi, j'en ai fait partie, même moi, je suis découragé. Moi, si j'avais eu, quand je me suis présenté, si j'avais eu autant de voix que j'ai signé de selfies, que j'ai signé d'autographes ou fait de selfies dans ma vie, je serais président de la République. Mais le problème, c'est que j'ai presque l'impression que quand moi je me présentais aux élections, j'ai l'impression que les gens, ils votaient pas pour moi parce qu'ils voulaient pas me salir. C'était de l'amour de ne pas voter pour moi. Mais moi, je leur dis, si à un moment donné, je m'engage pour vous apporter une solution, ou si quelqu'un d'autre que moi s'engage, qui est citoyen, qui est digne de confiance, et qui ne fait pas partie de cette mafia s'engage, mais mobilisez-vous. Vous qui ne votez pas, changez la face de la France, changez la face du monde. Parce que si la face de la France change, la face du monde va changer. Et parce que la France, c'est comme ça, a toujours été la dernière vitrine question, du monde. Et après on passe au grand débat avec oui. tous les intervenants. Là, tu as fait un duo avec Dieudonné. Alors, ça en est où? Je vais lire aussi un petit passage de Ma Dieudonné, que tu écris sur lui, à mon frère Dieudonné, qui, à défaut d'avoir eu le pardon des hommes, a le pardon du ciel, car Dieu sait que sa demande de pardon envers la communauté juive était juste et sincère. Oui. Donc, c'était... Voilà. C'était pas un coup de com', non. Là c'était une réalité. Oui. Puis alors tu sais que Dieudo et moi, on s'est bien foutu sur la gueule, hein, sur le thème de... Parce que moi je suis très... comment dire je le sais, ouais. Voilà, je suis un... il faut pas dire du mal de la communauté juive devant moi, tu vois. Voilà. Donc, non, la demande de pardon de Dieudo, elle était plus que sincère. Il a été admirable pendant toute cette période. Et donc, on est devenus des amis. Parce que, voilà. Et maintenant, on avait prévu ensemble de faire un spectacle qui s'appelait La Cage aux Fous. Et donc, ce spectacle était prêt. On devait le jouer donc, au Zénith de Paris. Et il y a eu toute une magouille du préfet actuel, hein, pour interdire ce spectacle. Il a magouillé avec le directeur de la salle, etc. Ils nous ont piqué notre argent, parce que nous, on avait payé la salle. Ils ont piqué notre argent, gardé notre argent, et nous ont fermé la salle au moment où on devait jouer. Donc on a attaqué le préfet, et on a gagné contre le préfet, qui a été condamné à payer les dépens pour atteinte à la liberté d'expression, comme quoi il y a encore, malgré ce qu'on peut dire, une justice dans notre pays. Et ça fait partie aussi de ce en quoi je crois. Il y a encore des juges en France qui sont indépendants et qui peuvent aider le peuple à se libérer. Bon, et donc on va, je dois le voir d'ailleurs, Dieudo, je dois le voir à la fin de la semaine. On doit se voir. Écoute, s'il veut venir, voilà, voilà, je l'invite ici, il vient, et avec toi si tu veux, vous parlez tous les deux de votre spectacle, de ce que vous voulez faire, voilà. Je vous invite. On va monter ce spectacle, mais tu veux que je te raconte un truc marrant sur Dieudo. Dieudo, tu sais qu'il a mis tout un système en place pour pouvoir jouer, parce qu'il a subi une persécution, mais il y a qu'en France, même en Corée du Nord, on voit pas ça, tu vois. C'est-à-dire qu'un artiste comme ça, et alors il était obligé de mettre en place un système pour que les gens qui veulent venir le voir sur scène sachent au dernier moment dans quel endroit il va se produire, pour que les forces de l'ordre ne viennent pas l'empêcher de se produire. Il vit comme ça et il tourne comme ça, et c'est un des artistes qui tourne le plus en France comme ça. Et ben, l'autre jour, il a fait comme il fait d'habitude, il a fait réserver une salle sans dire que c'était lui. Après, il est allé jouer dans la salle. La dame qui était propriétaire de la salle a adoré le spectacle. Elle savait pas, alors elle a grogné un petit peu au début, mais après elle a vu le spectacle, elle a adoré, etc., etc. Et bon. Et donc, pas de problème, hein, tu vois, les spectateurs ont eu le spectacle, etc. Et là, le procureur a décidé que la bonne dame, elle s'était faite escroquer par Dieudo. Donc, c'est pas la dame qui l'a attaquée, hein. Le procureur, le procureur, voilà, l'État l'a attaqué. Oui, vous n'avez pas dit à la dame, c'est de l'escroquerie, etc., etc. La dame, elle est venue au tribunal dire, mais non, mais tout va bien, moi je suis pas escroqué. Ah, vous, taisez-vous, hein, on vous demande pas votre avis, hein. C'est pas vous qui dites si vous êtes escroqué ou pas, c'est nous. Alors il s'est fait condamner à un truc, à payer 3 balles, je sais pas, enfin comme d'habitude, il a l'habitude, il a un budget, lui, pour ce genre de trucs. Il est super bien organisé, moi je l'admire parce que moi je suis tellement mal organisé, moi j'apprends énormément avec lui. Bon bref. Et vous savez à quoi il a été condamné ? Non. Et ça l'a fait réfléchir, parce que souvent je lui dis, pourquoi tu viens pas avec moi un jour, viens, on fait un truc ensemble, on fait une liste citoyenne, Et il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Tu veux me dire quel est le rapport
Quel est le rapport? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est où la crainte de ces gens-là? La crainte de ces gens-là, c'est des gens comme Dieudo, c'est des gens comme moi. C'est que si un jour des gens comme Dieudo ou moi, on arrive à obtenir un mandat, là ils sont dans la merde. Là ils sont dans la merde. Donc tu te rends compte, le gars, il est attaqué parce qu'il aurait escroqué une dame en lui disant pas qu'il allait jouer dans sa salle, et il est condamné à 5 ans d'inéligibilité. Ouais, on est un peu chez les fous, faut le Là, et pourquoi notre spectacle s'appelle La cage aux C'est fous? politique. Ouais, c'est ça. Pardon? C'est clairement un procès politique. C'est un procès politique, Mais merci de le dire. Mais sur quelle base, en fait? Je ne comprends pas. Quel a été l'argument juridique avancé pour avoir cette condamnation? Mais ce sont des arguments qui sont dits juridiques, mais qui ne le sont pas. Il y a, par exemple, en droit élémentaire, il y a une clause de droit qui dit « pas d'intérêt, pas d'action ». C'est-à-dire que si tu n'as pas de quoi justifier ton action, l'action n'est pas valable. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. La dame, elle ne porte pas plainte. Pourquoi tu veux être plus royaliste que la dame? J'aimerais qu'on passe d'abord le petit clip que tu m'as envoyé. Ah oui, merci. Et après, on passe au débat. D'accord. Voilà, le clip, allez, la régie. Merci. Très belle musique. Et voilà. Allez. Tu l'as, c'est bon? Allez, vas-y. Couché sur le flanc, devant le néant, un enfant tremblant se croit dans un rêve. Qui est ce méchant qui le toise en hurlant? Qui est cet enfant que personne ne relève? Un petit oiseau arraché à son nid, un petit minot tombé de son lit, offert au trafic du vice et du fric, un de plus au moins dans les statistiques. Alors, en 1 minute, la genèse de cette chanson, et après, on passe au grand débat. C'est donc Christophe Charret et Fanfan, une institutrice qui s'occupe d'enfants de 8 ans, qui ont décidé de faire cette chanson contre la pédocriminalité, donc, qui dénonce la pédocriminalité. Et toutes les images du clip qui ont été animées ont été dessinées par des enfants de 8 ans dans cette école. Ils m'ont envoyé le texte, ils m'ont envoyé la mélodie. J'ai réalisé avec Nico Davel en Belgique le titre. Et voilà, et cette chanson est en train... on touche du bois, mais elle est en train d'être relayée de plus en plus. Et elle a été entendue aux États-Unis par le journaliste qui est à l'origine de l'histoire qui a été racontée dans Sound of Freedom. Et il est tombé amoureux de la chanson, et il va y avoir une version anglaise qui va être faite de cette chanson. Et j'ai envie de dire aux gens, allez sur le site de l'Alliance Humaine. D'Antoine Putita, qu'on embrasse, ainsi que on le salue. C'est qu'il va donner de la bouffe aux agriculteurs, là. Je l'ai eu tout à l'heure. Oui, c'est son genre, c'est voilà. Tout à fait son style. Voilà. Et donc, allez sur le site de l'Alliance Humaine et téléchargez cette chanson et partagez-la. Il faut la partager au maximum. Donc, partagez cette chanson. Merci, en tout cas, cher Francis. Et on va passer au grand débat avec vous 4. Et la petite annonce, comme tous les jours. Enfin... Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous êtes déjà 2500 personnes en même temps. Tiens, on t'a pas entendu, notre Thibaut, là. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit, là, notre ami Francis, sur la destitution? Est-ce que le peuple, peut vaincre? Ou est-ce que le système aurait été plus fort que le peuple? Moi, je pense qu'en fait, les techniques d'ingénierie sociale pour piloter des révolutions sont très bien rodées. Donc, il peut y avoir, en effet, des révoltes spontanées. Entre nous, si Macron saute, ça sera un autre Young Global Leader qui prendra sa place. Ça sera une autre personne. On a déjà vu ça dans des pays où il y a des tentatives de révolution colorée. À un moment, ce type de révolution est infiltré, et détourné, et piloté. Et en fin de compte, c'est le peuple qui est toujours perdant à la fin. On parlait de la Révolution française, on oublie qu'il y a eu la Restauration après. On parle du droit, vous avez mentionné le droit à l'insurrection et contre un pouvoir tyrannique. Donc les Vendéens se sont insurgés, ils se sont fait complètement massacrer. Donc ces principes en fait portent eux-mêmes
leurs contradictions en pratique, j'ai envie de dire. L'idée que tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Sur le chaos plutôt que le statu quo me va très bien. Que les diverses professions se mettent ensemble et ça commence à se mettre en place. Je suis 100% raccord avec ça. Sur le soutien aux agriculteurs, je suis 100% raccord aussi. Maintenant, Macron, c'est un employé, c'est un valet, quoi. Donc, On est d'accord. C'est un valet. Ce que je disais avec Nicolas Stocker samedi sur Radio Courtoisie, c'est que là, ce mois-ci, il y a le forum de Davos avec Bain & Company, qui est un grand cabinet de conseil, qui vient de publier un rapport avec leur initiative 100 millions d'agriculteurs. Et ce rapport dit, bon ben voilà, quelles sont les innovations disruptives que nous préconisons dans le domaine de l'agriculture. Et ils prévoient de mettre de plus en plus de finances, de mécanismes financiers, de choses comme ça. Et ils disent, bon bah, on sait très bien que la situation des agriculteurs, ça ne va pas les aider, ça va être pire au début, donc il faut mettre un peu plus d'incitation, d'aide du public et du privé. Vu que le privé a plus d'argent que le public, c'est encore une fois le privé qui va prendre le pas, donc c'est l'équipe de Davos et de toutes les entreprises qui gravitent autour. Donc moi je suis très partisan de tout ça, mais j'ai rarement vu en fait une jacquerie qui, quand elle fonctionne, améliore le quotidien des gens. Donc, Alors, puis-je vous répondre? Oui, bien sûr, c'est Alors, ça. Merci de dire ça, parce que ce que vous venez de dire, c'est à la base du fait que les gens ne se mobilisent pas. Parce que, effectivement, alors, juste une petite correction, le droit à l'insurrection dont vous parliez, c'est pas ce à quoi je faisais moi allusion. Moi, je fais allusion à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Le droit dont vous parlez, c'est celui qui figure dans la Constitution d'Hérault de Seychelles, qui n'a pas été appliqué d'ailleurs, et où on disait que c'était l'insurrection, si le pouvoir, voilà, si le pouvoir manquait à son devoir, l'insurrection était le plus sacré des devoirs. Mais en fait, voilà, juste pour pas qu'on mélange ce fameux droit à l'insurrection qu'on cite souvent, il vient d'une constitution qui n'a jamais été appliquée dans notre pays. Voilà. Maintenant, moi, j'allais dire tu d'ailleurs, je vous parle de cette révolution qui va être la première révolution qui ne sera pas récupérée par le pouvoir. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que l'humanité évolue, cher ami. Il faut que l'humanité, tout ce que vous dites est vrai. Dans toutes les révolutions, il y a toujours eu un moment où cette révolution a basculé parce que le peuple n'a pas été capable, à un moment donné, de conserver la barre. Mais nous avons pour nous la connaissance de l'histoire. Il faut qu'à un moment donné, nous apprenions de l'histoire, nous connaissions de l'histoire, et que, en regardant l'histoire et les travers de l'histoire, nous puissions, à un moment donné, faire évoluer l'humanité vers une autre vision d'elle-même et une autre possibilité pour elle-même de se réaliser et de devenir plus intelligente, plus forte, plus unie, meilleure. Donc, on ne va pas continuer à se dire de toute façon, on n'y arrivera jamais parce que dans le passé, on n'y est pas arrivé. Nous ne sommes plus dans le passé. Nous sommes dans l'avenir de ce passé et nous connaissons l'histoire. Donc, normalement, quand on sait ce qui s'est passé, on devrait être suffisamment costaud dans la tête et dans l'esprit. Mais qui est ce nous ? Nous, le peuple. Oui, mais le peuple, c'est pas une entité. Mais le peuple constitué unique. en tant que peuple. C'est ça qui est en train de naître aujourd'hui dans des cellules qui ne veulent pas encore aller au pouvoir et elles ont tort. C'est la démocratie. Il y a beaucoup de gens dans notre pays qui sont en train de concevoir la démocratie. C'est-à-dire vraiment un système où il n'y a plus d'intermédiaire qui soit capable de se substituer par subsidiarité, c'est un terme religieux, mais qui sert beaucoup finalement de manière profane en politique, à se substituer à celui qui vous donne le mandat. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans nos républiques ou dites prétendues démocraties? Ce qui se passe, c'est que, à partir du moment où vous donnez un mandat à quelqu'un, lui considère que c'est un transfert de souveraineté. Et il se conduit comme s'il était souverain, alors qu'il n'est pas souverain, comme Non, vous c'est un disiez. employé, comme on disait tout à l'heure. C'est un comme vous disiez. employé. Oui, bien sûr. Mais comme dans la conscience des gens, on met ça depuis des années et des années, des décennies, on a transformé dans l'esprit des gens le mandat en transfert de souveraineté. Un mandat n'est qu'un mandat. Je suis d'accord avec vous, je dis juste Voilà. que le pouvoir profond ne peut pas se permettre que la France justement, tombe. Ouais, mais- Justement, Ne qu'est-ce pas que tu en garder le penses, contrôle de la Philippe de ce- Non, je peux pas être aussi pessimiste que ça. Parce que Oui, parce sinon- que, oui, mais il est toujours sinon- comme ça, lui. Il met le on fait bourdon à rien. tout le monde, il est comme ça. Sinon, on fait rien. L'histoire de France montre qu'à un moment, on a eu des ressources à travers des personnalités ou à travers des moments de l'histoire où on a pu se redresser de situations qui étaient largement compromises. Donc ça peut se faire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Moi, cette prise de conscience, j'ai quand même l'impression, je suis peut-être un peu optimiste, mais j'ai l'impression qu'elle commence à se faire parce que pour moi, une des principales causes de la crise dans laquelle on est en ce moment,
c'est tout ce qui relève de la transition énergétique. C'est un sujet que je connais bien, parce que tout... Alors ça ne veut pas dire qu'avant, tout allait bien, mais dans l'agriculture, ça va mal depuis longtemps. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est toute la législation qui ressort de la transition énergétique, de la transition écologique. On explique que la viande, ça émet beaucoup trop de gaz à effet de serre, donc il faut diminuer la consommation de viande. Ça, c'est le World Economic Forum, c'est aussi les instituts français qui ont dit ça. Et c'est le projet européen Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, où c'est écrit noir sur blanc qu'il faut diminuer la consommation de viande. Donc on tue l'élevage et puis on développe la viande synthétique. Bon, il faut diminuer aussi les engrais, parce que les engrais, c'est de l'azote, c'est des gaz à effet de serre aussi. Donc voilà. Donc il y a toute une... Et puis ça consomme du pétrole aussi. Donc il y a toute cette théorie-là pour l'agriculture. Donc avant, ça allait déjà mal, mais ça, c'est le coup de pouce pour vraiment vous faire tomber dans le gouffre. Dans le logement, c'est pareil. Ça fait longtemps que ça va mal dans le logement. Le logement est cher en France depuis longtemps, on est d'accord. Mais avec les DPE, le diagnostic de performance énergétique, on est en train de fracasser le marché. Il y a plein de logements qui ne peuvent plus être loués. Un chiffre que j'ai cité à la dernière émission, à Lyon, les 3/4 des places de camping sont occupées par des étudiants qui n'arrivent pas à trouver de logement. C'est grave. Il faut quand même se rendre compte où on est. C'est un pays du tiers-monde. Dormir dans un camping l'hiver, alors si c'est un mobil-home, ça peut encore aller, mais vous êtes obligé de dormir dans une tente en ce moment. Bon, c'est en train de fracasser le marché au point que l'adjoint au logement de la mairie de Paris a demandé vendredi de décaler l'interdiction de louer pour le logement G, qui va intervenir le 1er janvier 2025. Parce qu'il dit à la mairie, ça ne peut pas tenir. Ça fait 60 000 logements à Paris, ça fait entre 500 000 et 800 000 logements en France qui sortiraient du marché. Alors, pas du jour au lendemain. Si ceux qui sont, on ne va pas mettre les gens à la porte le 1er janvier, ceux qui sont dans le logement vont rester, mais quand ils quitteront le logement, et c'est un taux de rotation élevé parce que c'est souvent des étudiants ou des jeunes qui s'installent, donc il y a un taux de rotation élevé dans les studios, quand ils quitteront ce logement, il ne pourra plus être mis en vente. Ça fait plus d'un demi-million de logements qui, progressivement, au cours de 2025, vont sortir du marché. Ça va être de la pénurie, les gens vont dormir dehors. Je veux dire, C'est quoi, ça s'est préparé, ça? Ça y est, c'est préparé, c'est dans la loi. C'est dans la loi. La loi, 1er janvier 2025. C'était voté. Le logement G, et il y a déjà les G+, qui ont été sortis du marché le 1er janvier 2023. Et ça fait des dizaines de milliers de logements, ça explique en grande partie la crise actuelle. Bon, l'électricité, que tout le monde paye de plus en plus cher, ça, c'est à cause des éoliennes, c'est à cause du marché européen de l'électricité, etc., etc. Toujours au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui. C'est-à-dire tout ça, et aussi l'interdiction du moteur thermique en 2035, qui est en train de fracasser la filière automobile en France et en Europe. Donc il y a des licenciements. On n'a déjà plus beaucoup d'usines, mais là, il y a plein de licenciements, notamment chez les sous-traitants. Bon. Et le lait qu'on va faire venir de Nouvelle-Zélande. Alors voilà, c'est-à-dire que dans le même temps, on va importer des voitures électriques fabriquées en Chine. Enfin voilà, donc on tue l'économie et on finance des importations à coup de dette. Et puis quand on n'aura plus d'argent, on sera tous ruinés. Mais là, on touche à la propriété. Mais justement, alors juste Vas-y. juste pour terminer, c'est que je crois que les gens sont en train de comprendre que ce réchauffement climatique anthropique qu'on nous vend, c'est une grosse arnaque pour les appauvrir, pour les soumettre. Point barre. Voilà. Et j'ose espérer qu'il y ait un début de prise de conscience sur le sujet. Voilà. Ouais. Et à mon avis, c'est ça qui peut fédérer, parce que les DPE, oui, juste pour revenir sur le logement, Bien c'est qu'il sûr. y a aussi un effondrement de la construction. Alors, là, aux taux d'intérêt, et je vous aide la partie, mais les DPE aussi, parce que ça déstructure le marché. Et donc, il y a aussi des licenciements dans le secteur de la construction. C'est beaucoup de monde. Quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Là, le bâtiment J'ai va mal. l'impression qu'on rentre Voilà. dans une crise. Et donc là, on a une crise qui est multiple. On a une crise qu'on n'a jamais vue, en fait. Nos générations n'ont jamais vu. Voilà, parce qu'on est en train de subir une désindustrialisation qui est aussi grave que les années 90 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, tout ça. C'est une deuxième vague qui va être dévastatrice. Et j'espère que les gens vont commencer à comprendre qu'il y a une cohérence à tout ça, qu'il y a un discours diffusé par le World Economic Forum, par la lutte contre la transition énergétique, machin, et que les gens se réveillent et se révoltent là-dessus et comprennent qu'ils se font avoir. Et Voilà. par la Cour des comptes, par exemple. Est-ce qu'on peut sourire 2 minutes, hein? Vas-y. C'est pas long. Ça s'appelle La Cour des cons, mon poème. La Cour des comptes, je l'ai lu dans le journal, demande aux éleveurs, sans tambour ni trompette, de diviser par 2 le cheptel national pour réduire le nombre des vaches qui pètent. Arguant là d'un péril au stade terminal, la Cour des comptes veut, pour sauver la planète, diminuer l'effet de ce désordre anal en ruinant l'éleveur pour faire place nette. La Cour des comptes, donc, prend les gens pour des cons.
Le but étant bien sûr pour la WEF et sa secte de remplacer la viande ici par le chicon et là, il le faut bien, par la purée d'insectes. Un peuple carencé et déprotéiné est toujours, on le sait, plus simple à gouverner. Eh ben, bravo, c'est exactement. C'est exactement ça. Alors, je voudrais que... Juste pour- Oui, un peu- Merde, un peu- 10 secondes, 10 secondes. Bah non, Dominique, c'est juste pour dire, pour répondre, quand est-ce que le peuple peut diriger? Mais en fait, ça existe déjà. C'est À quoi? côté de chez nous, ça s'appelle la Suisse. Ah. Et ça se fait grâce au référendum d'initiative populaire. Et ça, Bon, c'est justement même si les un thème- Suisses, ils ont et toutes les ça, organisations c'est un chez eux, thème quoi. qui pourrait rassembler tous les gens, agriculteurs, secteur de la construction, les Alors, gens qui travaillent dans j'aimerais l'automobile. j'aimerais Il faut que Sarah- défendre le RIC, enfin des citoyennes, Oui. parce que les Suisses, ils se gèrent eux-mêmes. Oui. Et personne ne connaît le président de la Suisse. Mais C'est dès qu'il y a un problème, on peut faire un référendum et tout le monde vote. Ils ont même Donc moi, je voté, dis, ça marche. ils ont Voilà. même Ça voté, existe. là dernièrement, ils ont même Ouais. voté contre une baisse d'impôts. Voilà. Donc, Merci, ils peuvent Philippe, décider, merci. Ça existe. Je voudrais que Voilà. Sarah prenne la parole, qu'elle rebondisse un peu sur ce qui s'est dit. Non, mais tout simplement qu'il y a une désillusion citoyenne qui est réelle. Ce que ça va donner, j'en sais rien. Je m'inspire un peu. J'essaye de comprendre, de prendre et de garder et de vous donner mon ressenti parce que je suis vraiment... là, vous êtes beaucoup plus poussé que moi dans la réflexion. J'apprécie d'ailleurs. Je vais beaucoup réfléchir. Je vais avoir mal à la tête les prochains jours. Merci. Vous m'appelez quand vous Merci. voulez. On en parle quand vous voulez. Vous et moi, En mais tout pas bien, vos tout copains. honneur. Voilà, Tout bien, mais pas tout vos honneur. copains. Vous, oui, je vais bien. Alors, du Pourquoi coup- pas vos copains Non, parce vous qu'elle pense taquine. qu'elle pense que son copain... Non, mais je le taquine. Vaut mieux en rire, non? Dans Ah ce oui, monde oui, de bien brut. sûr. Oui. Bon, pourquoi je vous dis que pour moi, il y a une prise de conscience citoyenne. Après, ça ne... Ben, je vous en parlais. C'est que, en fait, moi, mon côté militante est né il y a 16 ans, d'accord, mais est vraiment ressorti, on peut dire vraiment pour moi, en 2017. Il y a eu un déclic en 2017. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on en parlera plus tard. À partir de là, j'ai une vraie désillusion politique. C'est vrai que je faisais partie de ces Français. Ben, après, je suis chauvine, fière d'être française, j'aime mon pays. Donc, forcément, j'aime ma politique, mais je ne la maîtrisais pas forcément. Puis est arrivé le moment où nos routes se sont un peu croisées, nos ambitions se sont croisées avec ces soi-disant politiques. Et puis, on a essuyé une déception importante. Je vous donne un exemple concret. J'ai décidé de lancer une pétition en 2017, justement. Cette pétition, j'en suis fière, a atteint quand même 430 000 personnes. Pétition sur quoi? Pardon, sur avoir des centres pour les femmes SDF par les femmes. Ça paraît logique, c'est une demande faite par les hommes SDF. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est mes gars de la rue, mes potes de la rue. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont tellement violées, tellement tabassées. Il y a des accouchements. Je vous raconte même pas le quotidien, les indispositions dans la rue. Moi, je parle de tout, je m'en fous. Vous imaginez, c'est pas des serviettes hygiéniques, c'est du papier journal. Je vous laisse imaginer ensuite les infections et les tumeurs. On adore. Bon, bref, j'ai lancé cette pétition. Nous avons été entendus au CESE. J'y ai cru au CESE aussi, hein. Pas croire, hein. J'étais fière, j'étais contente, je me suis dit en avance, on va les avoir ces centres. Je tiens à dire quand même que Madame Hidalgo a quand même créé des centres. Je le dis, on en pense qu'on veut d'elle. En tout cas, elle l'a fait, la Cité des Dames, tout ça. Bon, bref. Et j'ai demandé donc un rendez-vous officiel avec notre président et Madame à l'époque Schiappa. LOL, je rajouterai un petit LOL à côté de Madame Schiappa. Voilà, excusez-moi. Du coup, fin de non-recevoir, RAR, alors qu'il y a quand même 430 000 personnes qui les ont demandé. Ensuite, j'ai participé au plan grande pauvreté pour éradiquer le sans-abrisme en 2030. Mais en fait, au final, toutes les mesures qui ont été évoquées, parce qu'il y a quand même un système de taylorisme, on aime, on n'aime pas, mais pour sortir quelqu'un de la rue, déjà, il y a des catégories. On ne va pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais il y a un système facile à mettre en place. Bon, bref, zéro résultat, mais en plus du zéro résultat, fermeture de l'Observatoire de la grande pauvreté, on fait des comptages sur terre, mais pas sous terre, enfin bref, c'est n'importe quoi, et on a atteint un chiffre record, 400 000 sans-abri. Des cadavres tout le long du périph'. Parce que vous croyez qu'ils se font enterrer où? On y a pensé ça, à la fosse commune, au cimetière de Thiers? Mais non, les réfugiés sont tout le long du périph'. Allez-y, il y a des femmes, des enfants et des hommes. On est où là? Je sais pas, on est en France en fait. Comment c'est possible? Alors attention, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je pars en maraude sur le terrain avec mes amis de la rue, je vois un phénomène, enfin je ne sais pas vous, moi que je n'avais jamais vu auparavant, et là ça veut dire qu'on est peut-être un peu perdu. C'est des retraités qui fouillent dans les poubelles pour manger. Non mais attendez, je sais pas, on parlait des étudiants d'ailleurs, merci pour l'info parce que vraiment je ne la connaissais pas et je vais me renseigner, on m'avait beaucoup appris là. Mais quand on voit nos anciens
Enfin, excusez-moi, le retraité, la vieille personne pour moi, avec tout le respect que je leur dois, pour moi, c'est l'histoire de France. On aime, on n'aime pas, de confession, d'origine, on s'en fout. C'est quand même l'histoire de notre pays. C'est eux qui ont écrit une partie de notre histoire. Ils mangent dans les poubelles. Et j'arrête pas d'essayer de le dénoncer. J'arrête pas d'essayer de le faire monter. Fin de non-recevoir. Auprès de qui? Des pouvoirs publics? Oui, d'où pourquoi je suis fatiguée. Je suis là, c'est fatigué. Et c'est pour Et ça que qu'est-ce qu'ils répondent, ces pouvoirs publics? Ils ne répondent pas. Alors, concernant les femmes SDF, alors ça, c'était plutôt, sur le moment, un sujet dit à la mode, puisqu'il y avait eu un film qui était sorti. Le film a eu plus de succès que notre pétition. Tant mieux, quelque part, attention. Moi, je suis pour tous les combats. Mais enfin, c'est des citoyens qui ont signé. Bon, ben là, on nous a dit, écoutez, on va vous recevoir, on va essayer effectivement de développer. J'ai demandé un centre, c'est pas compliqué quand même, un centre pour les femmes, par les femmes, dans chaque grande ville de France. Ça ne me paraissait pas énorme. Nous n'avons rien eu. Aucune réponse, aucun retour. Et aujourd'hui, après tout ça, sont arrivées les accoucheuses de rue. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte du phénomène? C'est-à-dire que nous, on alerte parce que ces femmes se font multivioler, éclater, fracasser. Moi, je n'ai pas peur, je m'en fous. Des enfants naissent pendant les accouchements. Il y a des enfants qui n'ont pas d'identité. Il y a 141 bébés à Paris. Ces enfants n'ont pas d'identité. La dernière fois, on m'a appelé pour un accouchement. Évidemment, je n'ai pas le droit d'y aller. Hein. Que ce soit clair, ce n'est pas la peine d'essayer de prendre ma veste. Je n'ai pas le droit d'y aller. Le bébé est mort. Enfin, on est en France. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce témoignage, cher Francis? Ah, c'est un peu violent, désolé. Hein. Non, pas du tout. Et c'est quand vous dites on est en France, l'image que vous sous-entendez de la France n'est plus, hélas, l'image réelle de notre pays. Je suis en train de faire mon deuil. Il y a un moment donné où on fait cette révolution qui va faire de la France ce qu'elle doit être et ce qu'elle mérite d'être, où je pense qu'on va devenir, la poubelle du monde, la poubelle, je veux dire, politique du monde. Parce que notre pays est magnifique, mais la façon dont on se conduit au niveau de la structure politique dans ce pays est indigne de l'image que la France prétend avoir dans le monde. Tu sais, dans mon livre, il y a un poème, je ne vais pas lire, mais où je dis que la France est occupée. Et il y a un autre poème qui commence « Je me souviens, c'était en France ». C'est exactement ce que vous disiez. « Je me souviens, c'était en France Ouais, ». Il n'y a pas si longtemps. C'est ce que je dis dans mon poème. Et je raconte finalement ce que n'est plus la France. Encore une fois, El pueblo unido jamás será vencido. Je pourrais vous le dire en arabe. إذا الشعب يوما أراد الحياة فالعبد أن يستلجب القدر ولا عبد لليل أن ينجلي ولا عبد للقيد أن ينكسر. Si le peuple veut la vie, le destin devra répondre. Les chaînes des montagnes devront se briser, la nuit devra se dissiper. Aujourd'hui, on entend tout le monde râler. D'accord, mais je pense que maintenant, il faut que ce râle devienne une action politique. Et je te rejoins. Là, le tu arrive parce que, franchement, tout ce que tu as dit, merci de l'avoir dit. Ce sont des informations que les gens n'ont pas. Et donc, au moment où ils vont les avoir, ce sera trop tard. Je dis que c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant. Là, les agriculteurs sont dans la rue. Allez, les éboueurs, arrêtez. Vous avez vu la RATP? La RATP, c'est parti. Mois, là, allez, de juin on à y va. septembre. On arrête. C'est parti. Arrêtez. Sortez votre argent des banques. Allez-y, à fond. Dès que je vous annonce quelque chose, Oui. je pense qu'il va y avoir même une manifestation de sans-abri. Les femmes vont sortir, on va toutes les masquer, on va les protéger, on va demander de l'aide à beaucoup d'hommes. Et c'est pour ça que j'aime mon pays, malgré tout. Hein. Moi, je me souviens des années 80. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'était notre pays pendant... Désolée, hein, c'est mon côté un peu naïf, hein, peut-être. 80-90, je l'aimais, ben, j'y peux rien. Et un jour, j'espère qu'on le retrouvera. Mais ce qui va être beau, c'est que les sans-abri prévoient de sortir, sauf qu'on doit Juste l'organiser. 10 secondes. Vas-y. Oui, c'est que la mort, ça touche pas que les sans-abri, Oui. qui souffrent beaucoup. Mais il faut se rappeler, il y a quelques jours, il y a un jeune homme de 25 ans qui est mort aux urgences sur un brancard d'un hôpital. Oui. Ben, Bah, je peux donc vous ça- dire quelque chose? Voilà, donc Mon cousin, on est dans une situation qui est effrayante. mon petit Donc il faut que cousin les est gens mort. aussi se Mon petit réveillent et prennent cousin conscience. Aux est urgences, c'est pas mort possible. Pas à l'eau- possible. dans un mec hôpital. Attendez, qui parle meurt. pas en même temps. Voilà, allez-y. Pardon.
Non, ça m'a touchée parce que j'en parle pas, parce qu'une affaire est en cours, j'en parlerai bien sûr dès que ça sera. Mais pourquoi vous m'avez touchée? Vous voyez, là, je suis un peu émue. Mon petit cousin, Kevin, que j'embrasse, est décédé, je ne dirais pas à l'hôpital, tant qu'il y a la procédure, est mort dernièrement dans une section psychiatrie. Voilà, et on a vu les caméras. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, merci de le rappeler. Tu peux redire ce que tu disais, parce que c'est tellement important. Les urgences, ouais, parle-nous des Non, urgences. c'est-à-dire que Mais c'est il hyper il était en train de dire jusqu'à quand, jusqu'où faut-il tomber. Et le citoyen Mais se justement, réveille, justement, le est-ce citoyen que, se réveille. attendez, est-ce que, Je cher, trouve, cher Thibault, toi qui es, je ne sais pas si on peut dire pessimiste Non, ou mais réaliste. moi, sur est-ce la que tu révolte, penses je que- suis optimiste. Ah. Je dis juste, Oui, je dis juste que les méthodes d'ingénierie attention. sociale sont Ouais. tellement poussées qu'au bout du compte, la personne qui aura à la tête du pouvoir, je pense que le pouvoir mondialiste ne Justement. peut pas se permettre de perdre la France et ce qu'elle représente. Pourquoi on ne peut pas se permettre? Ben, en fait, on est en termes géopolitiques, Ouais. en termes géoéconomiques. On est la vitrine du monde. Bah, Oui, on c'est- peut pas. Le pouvoir profond ne peut pas se permettre. On a une Et- dimension universelle, Mais comme voilà. les États-Unis, et il y a Voilà. peu de pays dans Ensuite, le la monde. révolte, pour moi, elle aura lieu d'une manière ou d'une autre. Mais Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et à chaque fois que le Français s'est mis en colère dans l'histoire, en général, ça a saigné. Oui, et à chaque fois, le pouvoir profond a perdu. Donc le pouvoir profond a déjà perdu, et après il a regagné. Quand est-ce qu'il a perdu Il a perdu. Il y a Bah, tiens, certains moments où il a perdu. quand il a perdu? Dans toutes les phases intermédiaires dont tu parlais. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où le pouvoir profond a perdu. On Après, pourra c'est- citer De Gaulle, aussi bien l'appel du 18 juin, et puis 58. Oui. Quand il revient à 58, C'est c'est des contre moments. le système. T'es d'accord avec Bon, ça? Voilà. L'appel Alors du- après, on est- non, l'appel du 18 juin. Dis-moi. J'ai jamais été d'accord avec l'appel du 18 juin pour une raison simple, c'est que l'armistice a été signé le 10 juillet. Donc l'appel à la résistance au 18 juin, alors que l'armistice a été signé le 10 juillet. Non, mais il avait. Non. Non, mais Pétain a demandé de poser les Non, armes mais avant, donc. C'est pas- non, mais ça, je veux dire, ça n'enlève rien à sa Non, portée. non, non. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que Ouais. c'est vrai que De Gaulle a attendu de savoir s'il faisait partie du gouvernement Pétain avant de faire son Oui, appel. On peut pas le nier, on c'est la peut vérité. aussi dire Mais il l'a ça. quand même fait. Et puis, Voilà, il l'a non, fait. On peut pas nier Il a De posé Gaulle. un acte. Et Il a pourquoi posé pas un acte. 58? Et pourquoi pas 58? Ah bah j'ai rien dit sur 58. Non, non, non. Ah, non, parce Moi, que, Non, parce il a validé. que Philippe a parlé de 58, donc je te dis, est-ce que à 58, l'État profond a perdu? Ouais. Donc toi, tu... Ouais, non, je valide, ouais. Moi, Ah, j'ai- bon, bah, elle a quand Oui, même oui, perdu, alors. Non, non, mais ce qu'il dit est Mais très important. Trump, l'État profond a perdu. Oui. Et là, j'espère qu'il va reperdre. Voilà. Oui, 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 Après, oui, oui. on est d'accord ou pas avec Trump, c'est autre Moi, je chose. suis mais c'est trumpiste, clair. hein, je suis Mais bon, trumpiste, moi aussi, mais bon, je- mais on peut aussi ne pas être d'accord. Mais moi, je suis trumpiste, moi, mais ouais. il peut gagner là. Donc, ce sera le référendum pour la sortie du Royaume-Uni. C'était aussi contre l'État profond. Bon, Oui, oui, moi, oui, oui. Je suis pas convaincu. Est-ce que c'est super. attends, Voilà. Mais est-ce que c'est une voilà, défaite de l'État profond? Par exemple, le Brexit. Le Brexit, c'est Tiens, voilà, clairement. Parce que je veux un spécialiste qui me... C'est pas je veux- vrai. je veux qu'il non, me je suis dise. pas spécialiste du C'est pour ça Brexit. qu'ils ont. Non, pas du Brexit, mais de l'État profond. C'est pour ça qu'ils ont C'est un serré les recul réseaux de sociaux l'État après. profond. C'est un recul. Ouais, je verrais plus comme un recul. Un recul. Ah, mais c'est pas une défaite. Mais non. Si, mais c'est une défaite parce qu'ils Pour moi, une après- défaite, c'est sur le long terme, hein, vraiment. Voilà. Oui, là, c'est voilà. la photo, Là, on parle peut-être. tactique et on parle pas stratégie. Ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que l'État profond a connu des défaites et puis après, il a connu des victoires. Mais là où je trouve que c'est très important ce qu'il dit, il lance un cri d'alerte. Il dit, si nous parvenons à renverser ce pouvoir et que nous proposons autre chose pour la France qui ressemble à la France, attention, parce que le pouvoir profond va tout faire pour essayer de récupérer ça. Et on le sait, donc on va se défendre contre ça. Et ils ont essayé, la façon- ça a été un peu raté avec Jérôme Bail. Oui. Mais il y a des techniques de dynamique des groupes qui sont vraiment poussées. À un moment, on peut parfaitement faire émerger dans la contestation un leader, le valider à fond, c'est-à-dire le diaboliser au maximum au niveau médiatique en disant celui-là, il est un danger, il ne faut pas ceci, cela, ça va créer un courant de sympathie. Comme dans... Voilà. Et donc, on pourra s'identifier à lui. On dira, bon, bah, il est attaqué par le pouvoir, donc fondamentalement, c'est quelqu'un qui défend la bonne cause, et la chose pourra être... En fait, toutes les configurations d'ingénierie sociale sont possibles. ce que C'est tu juste, dis, il oui. faut être précautionneux. Voilà. Sur Il a raison, l'enthousiasme. c'est-à-dire, il a raison. Enfin, moi, je suis mon rôle de poète, c'est d'être dans l'enthousiasme, et son rôle de scientifique, Le rôle de consultant, c'est de être rabat-joie. consultant. Voilà. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on connaît les techniques d'ingénierie sociale, on les connaît aujourd'hui. À partir du moment où on peut les démasquer, on les voit venir. Et c'est vrai que en ce moment, l'État profond recule, il recule. Et moi, je pense que c'est le moment d'avancer. Quand l'adversaire Ah, recule, d'accord. pourquoi est-ce que Napoléon perd à Waterloo? C'est parce qu'il pleut, que les canons peuvent pas bouger, et qu'au moment où les Anglais s'enfuient, il peut pas faire bouger les canons et tirer sur les Anglais. S'il n'y avait pas eu la pluie, il gagnait à Waterloo. Il y a un moment donné, c'est comme ça qu'il gagne à Austerlitz. Quand l'ennemi recule, il faut avancer. Et là, l'ennemi recule, il faut avancer. Voilà ce que je pense. Je peux? Vas-y. C'est un ordre de mobilisation générale. Attendu que l'ensemble du peuple français
est privé par l'État de ses droits naturels, qu'ils soient humains, sociaux, culturels, attendu qu'il est donc fondé à exercer son devoir dit de résistance à l'oppression, moi, citoyen français, j'appelle mes semblables de tous bords et présentement mobilisables à exercer ce droit dont la population peut user d'une manière unilatérale par simple référence à la Constitution. J'appelle à la mobilisation générale. Les 3 pouvoirs en France étant tous exercés par un seul homme au prix d'un chaos structurel qui, s'ajoutant aux grands fléaux conjoncturels, menace l'existence du peuple français et la pérennité de ses institutions. Moi, poète français, combattant immuable, j'appelle à mes côtés tous les contribuables à se soumettre ensemble à leurs obligations en résistant à la dérive électorale qui veut placer l'élu plus haut que la nation. J'appelle à la mobilisation générale. Attendu que le peuple ne saurait laisser à un homme ou un groupe un pouvoir temporel qui puisse être opposable à ses droits naturels comme le sont BlackRock et autres McKinsey. Attendu que tout acte de domination sur le peuple français ne peut être acceptable et que notre hymne rend tous les tyrans comptables des abus de pouvoir et de coercition, attendu que la France est dans cette spirale et qu'il est temps d'agir pour sa libération, j'appelle à la mobilisation générale. Voilà. Et il faut que ce chaos soit le nôtre. C'est-à-dire que nous prenions le contrôle de ce chaos et que nous ne laissions pas les Davos et l'État profond prendre et organiser ce chaos. Et ça, c'est possible de le faire si le citoyennisme s'installe dans notre pays, si des citoyens ont des mandats, si des citoyens peuvent représenter les citoyens et pas des politiciens. Merci, cher Francis. Sarah, en conclusion, et après on va passer à la chronique L'écho dévoilé de Philippe Erlin. Alors, juste pour terminer, je voudrais marquer 2 points. Déjà, féliciter tous ces citoyens qui, pour réponse, ont décidé d'agir anonymement sur le terrain. Moi, je les vois, ils sont des milliers. Pareil, là, j'ai rendez-vous par exemple avec un pasteur qui va nous aider en nous reversant des dons. Vous avez des citoyens vraiment sentis vraiment juste eux-mêmes qui ont décidé de se mobiliser, de faire des chaînes citoyennes pour réparer des vies et des cœurs, que ce soit des retraités, que ce soit des sans-abri, que ce soit des femmes battues. Et ça, je voudrais juste, à un moment donné... Vous avez raison de me montrer, en tant que retraité, je suis retraité. C'était pas du tout le but, mais on se comprend. Merci, je me reconnais. Non, oui, pas mal. Et l'autre chose que je voulais quand même signaler et noter, et là qui me rend un peu triste, mais je peux le comprendre malheureusement, c'est tous ces gens qui quittent le pays. Est-ce qu'on en parle? Moi, j'ai lancé une vidéo sur TikTok. Oui, avec mon grand âge, j'ai utilisé TikTok. Finalement, ça fonctionne comme moyen aussi de communiquer. Et je ne me serais pas attendue à de telles réactions. Et en fait, si je commence à faire un peu de pourcentage à mon petit niveau, j'ai essayé de jauger le truc. J'ai l'impression qu'on est... Alors, tout le monde me dit beaucoup plus, je vais rester prudente, à 30% de départ déjà réalisé et de départ en cours. Mais 30% de quoi? D'une classe d'âge Non, 30% de la population française, ce qui est déjà pas mal, parce que ça va aller en augmentant. Tout le monde me dit, bon, Sarah, tu baisses un peu les chiffres. Le chiffre me semble excessif. Ah, ça vous semble excessif? Une personne sur 3, un actif sur 3 qui se barre de France, là, autour de nous. Peut-être des 30% des 18-25 ans. J'ai pas de tranche, il faudrait que j'aille dans le détail, parce que je vois que vous êtes dans le détail et c'est très intéressant. Moi, je vous donne brut de décoffrage. Si vous voulez pas que Julien Pain fasse du fact-checking... Oui, parce qu'il regarde. Il regarde. Non, au contraire, je trouve ça très intéressant, ça permet... Non, mais c'est bien de développer. On le salue, la Julien pensée. Pain. Bon. Non, mais je me rappelle, il y a eu un sondage invité. comme ça qui donnait des chiffres assez élevés sur l'expatriation. Merci, Mais, Julien Pain, alors laissez-moi après, tranquille. c'est peut-être par... Non, mais je vais essayer de les avoir tout de même. Très bien. Merci beaucoup, chère Sarah. Donc, la petite annonce et on passe à l'édito de Philippe Erlin, l'écho dévoilé. T'as pas 200 francs? Lui, c'est Lucas, et il fait les mauvais choix. Je te les rendrai. Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous, on en fera bon usage, pas comme nos élites. Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue. On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.